Bonjour et bienvenue sur le podcast Jury Nova. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, coach professionnel PNL certifié, fondatrice du cabinet de coaching et de l'organisme de formation Jury Nova, spécialiste de l'évolution professionnelle des acteurs du droit. Ce podcast est à destination des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Chaque semaine, je vous délivre des tips et conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière juridique et vos compétences, pour booster votre visibilité et surtout pour construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Cette semaine, j'ai le plaisir de poursuivre le nouveau format dans le podcast Jury Nova, les interviews et témoignages des professionnels du droit. Ils nous partagent avec plaisir et authenticité leur parcours et leur choix de carrière. Vous êtes nombreux et nombreux parmi les juristes talentueuses et les juristes talentueux à suivre le podcast Jury Nova et à avoir apprécié ce format interview et partage d'expériences et d'expertise. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le podcast Jury Nova pour cette interview Siem Ayadi, dirigeante de Juridaï, ancienne directrice juridique et ancienne avocate. Elle nous partage son parcours et son expertise sur la thématique suivante, direction juridique et legal design. Mais avant cela, j'aimerais m'assurer que ces interviews et partages d'expériences et d'expertise que vous appréciez vous apportent également de l'inspiration pour votre propre évolution professionnelle et vos propres choix de carrière. Si vous n'avez pas encore écouté certains d'entre eux, et peut-être que certaines de ces personnes pourraient vous inspirer, je l'espère très sincèrement, je vous invite à consulter la liste exhaustive ci-dessous. Chaque épisode est disponible à l'écoute sur le site jurynova.fr, donc www.jurynova.fr/blog, blog, et donc, chaque épisode est accessible 24 heures sur 24. Alors, le premier interview de Delphine Bordier sur le thème de directrice juridique à LegalOps lors de l'épisode 42 du podcast Jury Nova. Le second interview, c'est l'épisode 49 avec Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009, qui nous partage son expérience et son parcours de juriste à directrice juridique. Le troisième interview, c'est l'épisode 53 du podcast Jury Nova avec Géraldine Nallet, juriste bancaire depuis 15 années, qui nous a partagé son expérience de juriste et LegalOps. Le quatrième interview, qui est retranscrit dans l'épisode 54 du podcast Jury Nova, avec Nouria André, directrice juridique du groupe Voltalia depuis 2017, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique. Le cinquième interview dans l'épisode 55 du podcast Jury Nova avec Manon Morales, ex-juriste et devenue consultante en communication digitale et en stratégie digitale, qui nous a partagé son expérience de la reconversion professionnelle à 100%. Le sixième interview est celui d'Aurélie Gueffier, directrice juridique dans l'épisode 56 du podcast Jury Nova. Et elle nous a partagé sa vision du développement de son propre style managérial. Alors, lequel voulez-vous écouter ou réécouter peut-être, puisqu'il aura été inspirant pour vous? Revenons maintenant à l'interview de Siem Ayadi. Elle répond avec précision et clarté à ces 6 questions. Première question, qui es-tu et quel a été ton parcours pour en arriver au legal design? Deuxième question, le legal design, par où commencer? Troisième question, le legal design, quels enjeux pour les directions juridiques? Quatrième question, le legal design, quel impact sur la carrière des juristes? Cinquième question, le legal design, comment l'intégrer à sa carrière de juriste? Comment favoriser l'adoption de cet outil en interne? Sixième et dernière question, le legal design, quelle formation pour les juristes? Et la question du budget. C'est parti, nous allons découvrir ensemble le parcours de Siem Ayadi, ancienne directrice juridique, ancienne avocate et dirigeante et CEO de l'entreprise Juridaï. Et restez bien jusqu'à la fin, car elle vous réserve une jolie surprise de taille pour les juristes qui évoluent dans le monde de l'entreprise et qui ont à cœur de faire évoluer leur métier.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview de Siem Ayadi de l'entreprise Juridaï pour la thématique suivante, direction juridique et legal design. Donc, merci à Siem Ayadi de participer à ce podcast Jurinova. Et nous allons tout de suite commencer par accueillir Siem. Alors, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu et quel a été ton parcours pour en arriver au legal design? Bonjour Cynthia et bonjour à vos auditeurs et auditrices. D'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous et avec les personnes qui vont nous écouter. Donc, moi, je m'appelle Siem Ayadi. Mon parcours, il est à la fois classique et un peu atypique. J'ai suivi un parcours de formation de juriste, d'avocat, donc avec toutes les étapes classiques, master, CAPA, et puis j'ai fait d'autres formations par la suite. Tu es avocate, hein? Tu es bien avocate? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. À la base, donc j'ai fait des études de droit et je suis avocate, effectivement. Donc, je suis avocate et j'ai exercé aussi le métier d'avocat en cabinet. Et par la suite, au fait, je suis passée côté entreprise. Donc, j'ai passé à peu près 8 ans en cabinet d'avocat. Je suis spécialisée en droit des affaires. Oui. Et un jour, j'ai quitté le monde de l'avocature pour aller travailler avec mes clients, c'est-à-dire les entreprises. J'ai travaillé à la société Bolloré. J'étais responsable juridique et par la suite, j'ai repris mes études encore parce que je suis avocate en Algérie, parce que je suis d'origine algérienne. Et j'ai repris mes études pour faire l'équivalence pour pouvoir exercer le métier d'avocat en France. Et par la suite, j'ai rejoint le groupe Auchan dans lequel j'ai exercé un certain nombre de métiers. Donc, j'ai eu une évolution dans ma carrière. Donc, je suis arrivée chez Auchan en tant que responsable juridique pôle affaires, après responsable juridique à l'international. Et j'ai terminé mon dernier poste avant de créer Juridi avec le poste de directrice juridique et fiscale d'Auchan Retail France jusqu'en 2019. Et en 2019, j'ai créé la société Juridi. La société Juridi en 2019, oui, d'accord. Et donc, qui existe encore et que tu développes encore au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est une très, très belle aventure depuis 2019, malgré qu'on est passé par le Covid et pas mal d'événements. Oui. Effectivement, la société, elle se développe, et même en termes d'offres, de ce qu'on propose à nos clients qui sont pour la plupart des professionnels du droit, des avocats, des directions juridiques. L'offre aussi, elle a évolué, donc peut-être qu'on en parlera après, de la formation, un outil, plein de choses. On propose plein de choses autour du legal design et les compétences qui sont liées à cette méthodologie. À cette méthode, oui, tu nous en diras plus tout à l'heure, puisqu'il me semble qu'il y a une formation qui sort la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, tu nous en diras plus tout à l'heure. Avec plaisir. Okay. Et donc, au niveau du legal design, par où commencer? Alors, au fait, le legal design, aujourd'hui, ça va, on est en 2023, ça commence vraiment à se démocratiser. Les juristes, ils savent ce que c'est, contrairement à il y a 2 ans, quand je me suis lancée, par exemple, j'ai passé une grande phase au début de rendre populaire ou du moins enlever un certain nombre de préjugés, expliquer ce que c'était. En fait, c'est comme toute innovation, comme c'est une thématique qui est née aux États-Unis depuis quand même un peu plus d'une décennie maintenant et qui est arrivée en France que depuis 2016, 2017, 2018. Donc, au début, c'était un peu difficile parce que associer le design au droit, ça sonnait un peu faux chez les juristes et chez les professionnels du droit. Et donc, aujourd'hui, ça va. Donc, les mentalités sont beaucoup plus ouvertes et on sait ce que c'est. Donc, par où commencer? Au fait, ça dépend qu'on soit avocat ou juriste, ça dépend de son niveau de sensibilité déjà à la matière, parce qu'il y en a beaucoup, comme par exemple ton podcast, Cynthia, qui permet aux juristes de découvrir des thématiques, comment ils font pour évoluer leur carrière, des compétences et tout ça. Donc, il y a des juristes qui sont auto-formés ou qui sont plus ou moins à l'aise avec la méthode et donc ils ont déjà commencé. D'autres qui n'ont jamais entendu parler de la méthode et donc ils découvrent, ils se forment et tout ça. Et donc, par où commencer? J'ai envie de dire, tous les juristes pratiquent
plus ou moins le legal design sans qu'ils le sachent vraiment. Parce qu'en fait, le legal design, c'est cette capacité à se mettre à la place du client pour comprendre sa problématique opérationnelle et pour lui proposer la solution juridique la plus adaptée. Donc, c'est un état d'esprit. Et donc, tous les juristes essayent de faire ça. Le legal design, c'est une méthode. On n'a rien inventé, hein. C'est la méthode du design thinking appliquée dans le domaine juridique. Et donc, c'est juste de venir donner des fondamentaux, donner une base, donner une méthodologie pour permettre aux juristes de rendre le droit accessible, compréhensible et d'en faire vraiment un outil de création de valeur pour leur entreprise ou pour leur cabinet quand on est un avocat. Donc, par où commencer? C'est déjà, j'ai envie de dire, avoir cette ouverture d'esprit de se dire qu'est-ce que c'est le legal design, être curieux. Donc, être curieux, avoir de l'empathie cognitive pour s'intéresser à ses clients, à leurs vraies problématiques opérationnelles. Et j'ai envie de dire, si j'ai envie de donner un conseil aux juristes, aux avocats qui nous écoutent, c'est commencer par l'empathie cognitive, qui n'a rien à voir avec l'empathie émotionnelle, on est bien d'accord. Oui. C'est vraiment développer sa capacité, c'est une compétence qu'on peut développer, l'empathie cognitive, qu'on peut apprendre avec une méthode, avec des outils. C'est vraiment commencer par l'empathie cognitive, c'est-à-dire se dire comment je peux réellement me mettre à la place de mon client pour l'écouter et pour comprendre son besoin, pour comprendre son environnement à vision 360 degrés, pour que je puisse lui apporter des solutions juridiques vraiment pertinentes et qui apportent de la valeur au business. Donc, pour, on va dire, sortir de sa tour d'ivoire et ne plus être vu comme l'empêcheur de tourner en rang, le juriste qui dit, exactement, le sachant, le juriste qui dit on ne peut pas, il y a trop de risques, le juriste… Donc, on parle de juristes qui facilitent le business dans ce cas-là, c'est bien cela? Aussi, également, effectivement, il y a cette facilité. Bien entendu, le juriste, il reste le gardien du temple. Oui, bien entendu. On ne va pas se le cacher. C'est plutôt réussir à sécuriser les intérêts de l'entreprise sans empêcher son développement et aussi travailler son image, parce que le legal design, peut-être qu'on en parlera après, ça aide aussi les juristes à travailler, à améliorer l'image de marque du juriste, de la direction juridique, à aussi se positionner différemment dans une… Et là, je parle du juriste individuellement. Ça aide à se positionner dans une équipe de direction juridique pour montrer les compétences qu'on peut avoir qui sont autres que la technique du droit, en fait. Donc, ce qu'on appelle les soft skills ou des business skills ou d'autres compétences, en fait, que l'expertise juridique. L'objectif, c'est de donner une image différente de la direction juridique, des solutions proposées avec une communication qui est différente de celle adoptée habituellement. Est-ce qu'on peut parler de cela? Ah oui, tout à fait. Parce qu'au fait, c'est, comment dire, quand on utilise la méthode du legal design, toute la façon de communiquer du juriste ou de la direction juridique évolue. Je ne vais pas dire on la modifie, on la change. Elle évolue. Là où le juriste, en fait, elle évolue même dans la façon dont on parle aux opérationnels, que ce soit oralement, dans ses mails, parce que c'est l'état d'esprit du juriste qui va complètement changer. Oui, tout le mindset évolue, c'est ça? Tout le mindset globalement. D'accord, ok. Tout à fait. C'est tout l'état d'esprit. Comme c'est, en fait, quand on commence à utiliser le legal design, on se rend compte que c'est une combinaison de plusieurs compétences. On développe sa créativité, on arrive à comprendre les besoins opérationnels business, avec le feedback des clients qui fait partie intégrante de la méthode en 5 étapes. On réussit à se remettre en question, à accepter les retours qui ne nous font pas forcément plaisir, à s'améliorer, à évoluer. Vous voyez, tu vois Cynthia, je ne sais plus si je te tutoie aussi. Oui, tu me tutoies. Je ne sais plus dans le podcast s'il faut que vous voyez là. Il n'y a pas de souci, tu peux continuer à me tutoyer comme d'habitude. Oui. Donc, et donc voilà, effectivement, c'est aussi un moyen de faire évoluer sa façon de communiquer l'information juridique essentiellement, parce que c'est le cœur de métier du juriste. Oui, et donc de se faire comprendre plus facilement aussi de ses interlocuteurs, des opérationnels, où souvent on a des préjugés, il y a des préjugés qui circulent pour les métiers du droit,
notamment en entreprise où oui, le juriste est l'empêcheur de tourner en rond. Donc, s'il adopte une autre manière d'écouter, qu'il apporte des solutions beaucoup plus pragmatiques avec le langage clair de l'opérationnel qu'il a en face lui, forcément, tout le monde se comprend mieux, en fait. Et c'est beaucoup plus constructif. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Rien que pas plus tard que ce matin, j'ai échangé avec une directrice juridique et elle me disait, donc il souhaite se former les équipes au legal design, et elle me disait, nos opérationnels évitent de venir nous voir parce que c'est lourd ce qu'on leur propose. On leur écrit des fiches hyper techniques avec du jargon. Ils sont en agence, ils n'ont pas le temps de lire tout ça. Et même quand ils lisent, ils ne comprennent pas tout. Et le fait qu'ils ne comprennent pas tout, ils vont faire prendre des risques à l'entreprise. Tu vois, donc Un manque de clarté. exactement, parce que là où le juriste, il pense, j'en parle parce que je suis moi-même juriste et j'ai exercé pendant plus de 20 ans en tant qu'avocate et directrice juridique, responsable juridique, tout ce que tu veux. Oui. Et j'en parle parce que par rapport à mon expérience, là où le juriste pense que quand il traite d'un sujet, il se dit, je vais donner le maximum de détails, je vais citer la loi, je vais citer la jurisprudence, je vais donner tous les cas de figure possibles. Et il pense que en faisant cela, il va sécuriser. Or, c'est en faisant cela et en donnant trop d'informations pour répondre éventuellement à une question qui est hyper simple, mais le juriste, il va venir répondre à la question et rajouter encore plus d'informations, rajouter des détails qui n'intéressent pas forcément l'opérationnel. L'opérationnel, au fait, quand on est en tout cas en entreprise, l'opérationnel ou la direction générale, ou peu importe, les clients de la direction juridique, quand ils viennent voir la direction juridique ou un juriste en particulier, ils savent qu'il a l'expertise juridique. Donc, on fait confiance au juriste sur l'expertise juridique. Donc, quand on vient avec une problématique opérationnelle, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire? Si je ne peux pas faire, pardon. Pourquoi et comment je peux éventuellement minimiser le risque? Et donc, ils veulent vraiment du pragmatisme. Oui, ils veulent des solutions d'aller droit au pragmatiques. but, Oui. exactement, avoir des solutions et comment le juriste peut être un accompagnateur, j'aime pas le mot, Un facilitateur du business. Voilà, facilitateur. Parce que business partner, ça a été un peu galvaudé. Oui, ça a été un peu galvaudé. Plutôt quelqu'un qui facilite le business et qui n'expose pas juste son savoir sur la loi, le texte, la jurisprudence, etc., avec tous les risques, mais qui met l'accent sur des solutions constructives où ça peut peut-être se faire d'une autre manière en encadrant les risques, si je puis dire. Oui. Aux besoins du business, aux besoins du contrat à signer ou de l'opération à conclure. Tout à fait, parce que c'est ça aussi, c'est exactement ça, Cynthia, parce que l'expertise du juriste, c'est pas forcément que dire la loi, parce que la loi, elle est là, si c'est juste pour la dire dans les mêmes termes qu'elle écrit, c'est réussir à transformer ce savoir avec une solution pragmatique à la clé, une ou plusieurs d'ailleurs, vous mieux en proposer plusieurs. Voilà, tout à fait, c'est rendre le droit comme un outil, au fait. En fait, il faut que ça soit applicable concrètement tout à fait, dans la vie quotidienne du business, en fait, de l'entreprise, pour qu'elle tourne et que les enjeux soient atteints, enfin les objectifs soient atteints. Oui. Tout à fait. D'accord. Donc, tu as déjà répondu à ma deuxième question, Siem. Je posais la question de quels enjeux pour les directions juridiques. Donc... Effectivement, les enjeux, il y en a d'autres, hein, les enjeux... Oui. Donc, tu m'as parlé de ceux sur l'image, le fait de mieux comprendre l'opérationnel, donc de fluidifier les relations au sein de l'entreprise, donc de gagner en temps et en productivité également, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner d'autre comme enjeu pour toi? L'enjeu aussi du digital, hein, ça c'est indéniable, c'est là. Donc la modernité, moderniser toutes ces directions juridiques. Moderniser aussi, surtout quand je dis digital, c'est que il y en a beaucoup qui pensent qu'avec les outils d'automatisation, de contrats, de process et plein d'autres choses avec les legal tech, il y en a qui disent ah oui, les juristes, on va s'en passer des juristes. Non, on ne va pas se passer des juristes. Les outils d'automatisation des legal tech ne vont pas remplacer les juristes. C'est des outils digitaux qui viennent aider les juristes à se débarrasser de certaines tâches chronophages, à les aider au fait à apporter de la valeur à l'entreprise et à se consacrer sur des tâches qui apportent plus de valeur et pour l'entreprise et pour eux. Et donc, quand je dis digital, le legal design, il permet aux juristes de développer
un certain nombre de compétences, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans le livre blanc qu'on vient de sortir avec l'EDEC Augmented Law Institute sur le référentiel des compétences essentielles pour pratiquer le legal design. Donc, on va trouver les compétences business, les compétences digitales, les soft skills, les compétences comportementales. Et donc, en développant toutes ces compétences-là, demain ou même aujourd'hui, puisque l'automatisation est là, le juriste, en fait, il va se positionner en entreprise avec de façon stratégique. Et il aura un rôle différent de ce qu'il avait jusque-là, c'est-à-dire celui qui éteint le feu parce qu'il y a un problème, ou celui qu'on contacte à la dernière minute pour établir un contrat ou pour faire un deal et qu'on n'a pas inclus dans le projet en amont. Donc, le positionnement de la direction juridique et des juristes en particulier évolue à l'ère du digital, de l'automatisation, de la transformation des entreprises, parce que le digital ne touche pas que les directions juridiques. En général, c'est l'entreprise dans sa globalité qui entame un processus de transformation digitale, et les directions juridiques les plus chanceuses ou qui ont compris les enjeux, elles suivent la même stratégie de leur entreprise pour atteindre les mêmes objectifs, et donc elles commencent à se digitaliser également. Voilà, donc elles saisissent l'opportunité du digital pour aussi se positionner plus haut, je dirais, dans la stratégie de l'entreprise et être associé aux stratégies en amont plutôt qu'au dossier en étant chambre d'enregistrement à la fin du traitement des dossiers. Donc, tout à fait, parce que moi, à titre personnel, je reste convaincue que la place d'une direction juridique elle doit être au même niveau qu'une direction financière ou une direction des ressources humaines, en fait. Oui, bah je suis convaincue de la même chose. Elles ne doivent pas être rattachées ou en dessous le DAF ou le DRH, ce qui est quand même encore le cas dans un certain nombre de groupes. Tout à fait. Plutôt se positionner au niveau de la direction générale pour conseiller en direct et être membre du COMEX ou du CODIR également pour pouvoir être associé aux grandes décisions. Et c'est vrai que c'est ce que je retrouve régulièrement avec les directeurs et directrices juridiques que j'accompagne, c'est de travailler ce positionnement, donc d'acquérir des outils comme tu le proposes, le legal design, la digitalisation, ce que tu proposes également avec l'EDEC Business School pour le juriste augmenté, avec ce référentiel que tu viens de sortir par le livre blanc sur le legal design. Il est nécessaire pour eux d'acquérir ces compétences différentes ou de les faire acquérir par leurs équipes pour travailler ce positionnement et donc gagner du temps au niveau des tâches chronophages, donc rédiger des contrats, compléter des trous dans les contrats, etc. Et vraiment apporter cette création de valeur, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est vraiment démontrer à la direction qu'ils sont créateurs de valeur et donc qu'ils évitent des risques ou qu'ils évitent certaines dépenses contentieuses par la suite, puisqu'ils ont été en amont des réflexions sur les décisions business et stratégiques. Tout à fait, et c'est exactement ça. Et ce que j'ai remarqué aussi en accompagnement de mes clients, surtout direction juridique, c'est qu'au fait, il y a des directeurs et des directrices juridiques qui organisent des ateliers de legal design sur 1 journée, 2 journées, 3 journées, et qui inscrivent complètement cette démarche dans leur feuille de route d'objectifs annuels. Oui. Et ça permet au fait au directeur juridique, après il faut que ça soit en phase avec la personnalité du directeur ou de la directrice juridique, en phase avec la stratégie de l'entreprise dans son global. Donc en fait, c'est une méthode où on vient travailler en mode équipe, en mode gestion de projet. En fait, c'est une méthode où on utilise plus le management, on va dire horizontal, où on travaille ensemble, que le management pyramidal. Donc, oui. C'est aussi une façon pour le directeur juridique, dans sa façon de manager ses équipes, d'encourager les initiatives de ses équipes, de travailler en mode projet, de les inciter à innover, à être créatif, à être force de proposition. Donc, la méthode du legal design, avec les compétences qui sont liées, aide aussi les directeurs juridiques à améliorer et à mieux communiquer sur leur façon de manager et comment ils gèrent leurs équipes au quotidien. Oui. Oui, donc ça a un impact sur aussi la culture de l'équipe même, du service juridique lui-même, de l'entreprise bien entendu, mais même de la culture, puisque le management pyramidal est assez pratiqué, enfin était jusqu'à présent quand même assez pratiqué dans le monde juridique. Donc là, on en arrive au management horizontal. Donc grâce au legal design, ça permet aussi de faire évoluer ce type de management. Ce qui permet donc aux juristes de devenir experts sur d'autres domaines où justement, quand ils s'ennuient sur leur fonction, ce qui arrive quand même fréquemment après un certain temps,
S'il n'y a pas de poste en management de disponible, ils peuvent être quand même managers de projet de par leur esprit créatif s'ils arrivent à l'utiliser et à être force de proposition. Ils peuvent se positionner différemment et donc donner une tournure, ils peuvent booster leur carrière par autre chose finalement. C'est ça Tout aussi. à fait. Exactement, en fait. C'est, autant jusque-là, on avait, on va dire, en termes d'évolution de carrière, donc il y a qui souhaitent faire une évolution plutôt verticale. Et Mhm. il y a beaucoup de juristes qui sont experts dans leur domaine et qui adorent ce qu'ils font et qui n'ont aucune aspérité forcément à devenir manager ou gérer une équipe ou ça les intéresse pas. C'est Exactement. pas heureusement que tous Tout le les monde ne juristes veut ne pas veulent pas devenir. devenir directeur Il n'y a juridique, pas de place heureusement. pour tout le monde. Et heureusement d'ailleurs, et on a des juristes qui sont experts, qui vont approfondir, aller en profondeur dans leur expertise, et cela, à un moment donné, ils veulent faire autre chose que l'expertise juridique. Donc, les former à telle ou telle matière pour qu'ils deviennent encore plus experts et référents au sein de l'entreprise sur tel ou tel sujet. Euh, Quand ils expriment la volonté, ou même parfois ils ne le savent même pas eux. S'ils ont un bon manager qui va les écouter pour les orienter, le fait de se former ou développer d'autres compétences qui viennent compléter leur expertise juridique, ça leur permet effectivement de faire évoluer leur carrière parce qu'ils vont, comme tu l'as très bien dit, ils vont, en plus de l'expertise juridique, peut-être prendre en charge de nouveaux projets, que ce soit la communication. On voit aussi le rôle LegalOps qui se Oui, développe pas mal tout à en fait. ce moment. Donc, la gestion de projet de la direction juridique, gérer des ateliers pour, je sais pas, créer un team building, créer des fiches pour communiquer sur le travail de la direction juridique. Donc, il y a tellement de choses à faire au sein d'une direction juridique que, effectivement, la méthode du legal design, ces compétences-là, aident et le manager et les équipes à faire évoluer leur carrière en venant additionner de nouvelles compétences à leur expertise. Oui, tout à fait, exactement. Et j'ai l'exemple d'une de mes clientes, elle est formée par ton entreprise avec son équipe ce mois-ci et le mois prochain de mémoire. Et sur le legal D'accord. design, sa direction a été sensible à cet outil et au fait de donner une dimension digitale à leur service, puisqu'ils ne l'ont pas intégré jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ils ont adopté cet état d'esprit, cette volonté de faire grandir les membres experts de leur équipe, tous les juristes experts qui commencent aussi ils ont 10, 15 ans d'expérience, ils ont D'accord. envie d'autre chose. Et comme ils ont relevé eux-mêmes un certain nombre alors je dirais pas de plaintes, mais de problématiques de communication avec leurs clients sur Mm. les remontées qui viennent, ils ont exprimé le besoin à leur direction de communiquer différemment, de prendre le temps de communiquer avec leurs clients pour savoir quoi mettre en œuvre pour 2024, etc. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'ils ont fait appel C'est excellent, effectivement, parce qu'au fait, quand on apprend la méthode, parce qu'il n'y a pas que le legal design de l'information juridique, c'est-à-dire faire des infographies, le texte. En Oui. fait, la méthode, quand on l'a comprise et quand on commence à l'appliquer, en fait, on apprend à aussi gérer les projets. Donc, une direction juridique qui a une feuille de route et qui a des projets de digitalisation, le fait de se former au legal design en amont, ça leur permet de bien mener leur projet de digitalisation. Parce que, comme tu viens de le dire, avant d'aller vite sauter sur un outil pour automatiser, par exemple, les contrats, ils vont prendre le temps d'écouter leurs clients, les opérationnels et toutes les personnes qui vont utiliser la solution pour remonter les besoins, pour faire un vrai cahier des charges qui tient compte des besoins des clients internes. Et par la Exact. suite, créer l'équipe projet, intégrer des juristes, intégrer des clients, intégrer peut-être d'autres directions aussi clés dans le process. Ça leur permet aussi de travailler la communication autour du projet avant le lancement, pendant le projet, et une fois que le projet est lancé. Donc, ils font tout un programme de communication, marketing autour de ça, in fine, pour réussir l'implémentation de l'outil digital et aussi en parallèle pour travailler sur l'image de marque de la direction juridique. Exactement, oui, tout à fait. Il y a toutes ces étapes à respecter et à travers toutes ces étapes du legal design, finalement, ils apprennent à créer cette fameuse gestion de projet
mais tout d'abord à observer leurs clients et à répertorier toutes les demandes finalement qui n'ont pas été comblées, si je puis dire. Tout à fait. Tu vois, on revient à ta première question quand tu m'as dit le legal design, par où commencer. C'est exactement ça. C'est ça. C'est commencer par écouter les plaintes. En fait, les plaintes des clients, ça veut dire l'expression dans le droit. Ce que tu m'as dit exactement. Oui. L'empathie cognitive et ces problématiques, c'est les points de friction dans le parcours d'utilisateur. C'est-à-dire tout le parcours qu'il y a entre l'opérationnel et la direction juridique et de relever tous les points de friction par des questionnaires et tout ça, et après essayer d'enlever ces points de friction, ou bien par des process, ou bien par une nouvelle méthode de communication, ou bien il y a plusieurs solutions par la suite. On peut qualifier ça de process d'amélioration continue, quelque part aussi, de la relation avec ce client, en relevant tout ça. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça, Cynthia. Tu maîtrises très bien le sujet. Oui. Bon, j'ai aussi exercé un certain nombre d'années en qualité de juriste. J'ai exercé plus de 15 ans en qualité de juriste et responsable juridique. Donc, c'est vrai que les points de friction, on les voyait. On n'avait pas forcément tout le temps les méthodes pour y faire face, mais on essayait toujours d'améliorer, bien entendu, nos prochaines réponses. C'est forcé. On le fait systématiquement pour améliorer nos clauses. Quand il y a un contentieux, on améliore forcément la clause dans nos contrats types. Mais sur les relations, la communication, ce n'était pas forcément encore je dirais, la priorité quelque part. C'est vrai. Et ça le devient maintenant grâce à ces outils, ce que tu proposes et ce qui est mis en place, que ce soit le LegalOps ou le Legal Design. Mais le Legal Design permet vraiment de se pencher sur ces questions. Et ce qui donne beaucoup plus de crédibilité et de légitimité aux juristes aussi, puisqu'ils vont être créatifs de valeur. Et non pas juste sachant à délivrer un savoir qui n'intéresse pas l'opérationnel, au final, qui n'intéresse pas le client. Exactement. Et d'ailleurs, c'est par rapport à toutes tes années d'expérience en tant que juriste, tout ce que tu as accompli. C'est ça aussi, toi, tu le vois dans ton quotidien avec tes clients aujourd'hui. C'est ça qui te permet de les comprendre, de comprendre leurs problématiques, de pouvoir les accompagner aussi bien que tu le fais. Donc, on apprend de son expérience et le fait de s'intéresser aux autres, au métier de ses clients, savoir exactement ce qu'ils font, les problématiques qu'ils ont au quotidien, leurs contraintes, c'est ça qui permet aux juristes de proposer des solutions vraiment pragmatiques et opérationnelles. Oui, exactement. Et plus ils observent, plus ils prennent le temps d'observer où sont ces fameux points de friction, où ça bloque, ou comment ça se fait qu'on ne s'est pas compris, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau pour me faire mieux comprendre par rapport à ce que j'ai compris de son besoin, mais d'abord s'assurer que j'ai bien compris le besoin initialement. Et c'est là où souvent ça pêche. Donc dans les accompagnements que moi je délivre, c'est souvent là que ça pêche. Les personnes n'ont pas forcément de méthodes et de stratégies et d'outils à leur disposition pour bien comprendre. Ils n'ont pas développé forcément cette compétence, parce que ça s'apprend bien entendu pas à la fac. Oui, c'est ça, Cynthia. Je t'écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Si je termine juste en un mot, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne l'ont pas appris, mais ils ont bien conscience que ça bloque. Souvent, ça bloque sur les mêmes choses, mais ils ne sont pas forcément outillés pour aller chercher réellement le besoin sans paraître parfois arrogants. Ils peuvent être perçus par arrogants parce que les questions ne sont pas posées de la bonne manière. Ou voilà, c'est ça, c'est ce côté sachant et tour d'ivoire, quand on est perçu comme étant dans sa tour d'ivoire, qui peut poser problème, et ils doivent acquérir ces fameuses compétences qui sont développées dans le livre blanc, bien entendu. Tout à fait. C'est exactement ça. Et aussi, juste pour compléter ce que tu viens de dire, qui est très pertinent, c'est parce qu'on n'a pas appris ça à l'université, pendant notre cursus. Et on l'apprend sur le tas. Donc, en prenant des claques, pour ceux et celles qui ont la capacité de se remettre en question et de se dire, il faut que je change ça, il faut que j'améliore ça, il faut que je mette ça en place. Et ça, c'est ça le point le plus important. C'est que quand on est juriste, quand un opérationnel commence à nous parler de sa problématique, nous, dans nos têtes, on commence déjà à réfléchir à la solution juridique qu'on va lui proposer. Où est-ce que je vais chercher? De quoi j'ai besoin? Ça fait appel à quelle loi? Exactement. Déjà, dans notre tête, on sait déjà la solution. Alors qu'on ne l'a même pas laissé finir sa phrase, on n'a même pas fini de lire le mail, ou on l'a lu rapidement, on a déjà la solution. Or, avec la méthode du legal design, c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est prendre le temps de bien questionner, de bien comprendre toutes les facettes de la problématique. Parce que parfois, une question comme ça, de prime abord, qui paraît simple, si on creuse un peu, on va trouver que la réponse qu'on doit réellement apporter, elle est aux antipodes de ce qu'on allait proposer au départ. Et on relève parfois même que
là où on pensait qu'il n'y avait aucun risque pour l'entreprise, quand on creuse, et là je vous parle vraiment de mon expérience, Oui. quand j'étais directrice juridique, quand on creuse un peu, on se rend compte que l'opérationnel n'a pas tout dit. Il a caché des choses parce que s'il dit tout, la direction juridique, elle va lui dire ou non, ou elle ne va pas lui faire son contrat. Et en creusant un peu, sachant questionner et écouter l'opérationnel, on se rend compte que le projet, il est beaucoup plus gros, que les enjeux sont beaucoup plus énormes, que le risque, il n'est pas que sur cette partie-là, mais il y a d'autres risques. Et donc, ça permet vraiment à la direction juridique et aux juristes, donc la méthode du legal design, de mieux sécuriser le business. Et pourquoi je le dis? Parce que il y a encore beaucoup de préjugés où on pense que le legal design, c'est faire des synthèses, rendre le droit trop simpliste, faire des couleurs et mettre des couleurs et des pictos. Des pictos. Or, ce n'est pas du tout ça le legal design. Le visuel, il vient à la fin, comme une cerise sur le gâteau. Et en plus, quand on utilise les visuels et les couleurs, on les utilise par le biais des biais cognitifs. C'est-à-dire, on se dit comment le cerveau humain agit à la vue de telle ou telle couleur ou de telle ou telle information par rapport à sa position dans le document pour attirer l'attention, pour que le lecteur du document comprenne l'information. Donc déjà, on lui donne envie de la lire. Oui. Quand il lit, il comprend. Et une fois qu'il a compris, il mémorise pour mettre en pratique ce qu'on lui a dit. Donc, c'est ça, ça sert à ça le legal design. Je donne envie qu'on lit aux opérationnels de lire ce que je leur produis. Ils lisent, ils comprennent, ils mémorisent et ils mettent en action. Voilà, à quoi ça sert le legal design. Oui. Donc, en finalité, c'est de délivrer un message qu'ils vont mémoriser en fonction de tout un tas d'études par rapport aux couleurs, aux pictos, etc., utilisés. Mais c'est qu'un livrable, finalement, par rapport à tout le travail en amont qui est quelque part invisible sur ce document. Tout à fait, exactement. Mais il a demandé des mois de travail, bien souvent. Et c'est ça que souvent, c'est là où c'est difficile pour les juristes. Donc, j'en arrive à une autre question, de comment justifier, comment argumenter au niveau de la direction juridique pour favoriser l'adoption de ce type d'outils et former ses équipes, bien entendu, pour comment argumenter, puisque parfois il a tous ces préjugés, comme quoi ça va être juste des pictos, c'est tout simple à mettre en œuvre, etc. Et c'est sur ça où les juristes ou les directions juridiques ont du mal parfois à favoriser l'adoption de cette formation et de ces outils. Oui, c'est vrai, c'est une vraie question, une question importante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, d'une part, et donc effectivement, il y a un vrai enjeu par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que d'une part, la direction juridique ne sait pas se vendre, en fait, ne sait pas argumenter avec des chiffres pour pouvoir, on va dire, débloquer un budget ou pour se former au legal encore design. Une fois, c'est une compétence qui n'est pas apprise en fac ou en école de commerce. Tout à fait, et parce que les juristes, ils vont argumenter plutôt des arguments juridiques, voilà. Mais quand on leur dit quels sont vos KPI, dites-nous exactement avec des chiffres comment vous pouvez prouver que vous n'êtes pas qu'un centre de coût, mais que vous pouvez être un centre de profit, ou quelle est la valeur que vous apportez à l'entreprise. Ils ont du mal. Moi-même, quand j'étais directrice juridique, j'ai mis beaucoup de temps à mettre les KPI et à pouvoir expliquer avec des chiffres. Je me suis fait aider à l'époque par la direction financière, par la direction de la communication. Donc, j'ai beaucoup appris de ces directions-là pour pouvoir débloquer un budget à l'époque pour digitaliser les délégations de pouvoir. Et donc, pour que mon dossier passe en comité et pour qu'il soit validé, parce qu'il y avait un budget global et donc, bien entendu, la direction juridique, elle passe en général toujours en dernier. Donc, il fallait que j'apporte des chiffres. Il fallait que je donne des chiffres de ce que… Ah ben oui. Et donc, par rapport à ce sujet-là, le plus simple, je trouve, c'est que déjà la direction juridique, elle peut commencer à se former, à prendre des initiatives seule, sans demander un budget ou quoi que ce soit. Et une fois qu'elle se sent vraiment prête et qu'elle inscrit, par exemple, le legal design ou des projets comme ça de digitalisation dans sa feuille de route, il faut que ça soit inscrit, il faut qu'elle communique là-dessus par rapport à sa direction générale. Après, le but, c'est
d'essayer de faire un tableau et de commencer à comptabiliser qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que j'ai gagné, par exemple, en mettant des fiches pratiques dans l'intranet à destination des opérationnels sur des sujets récurrents où ils venaient voir les juristes tout le temps sur des questions chronophages sans aucune valeur ajoutée parce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, en fait, le fait de commencer à mesurer le gain de temps, parce qu'il dit temps dit argent. Et oui. Quand on gagne du temps, les juristes ils sont rémunérés pour le travail qu'ils font. Et donc, ça leur permet de libérer du temps pour aller se consacrer peut-être sur des tâches avec plus de valeur ajoutée à l'entreprise. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, on avait fait l'année dernière avec un de mes partenaires une étude au niveau de à peu près une centaine de directions juridiques sur le temps qu'elles passent sur certaines tâches de chronophage. Et après, on a fait un calcul savant où on a développé un outil qui calcule le ROI, le ROI, oui. retour sur investissement, quand une direction juridique investit dans une solution de digitalisation, investit dans le legal design, investit dans le legal ops, investit dans ce genre de choses. Et donc, l'outil, il est accessible, il est gratuit. Il est sur mon site internet, il y a le lien. En fait, c'est un outil où on vient rentrer sa masse salariale, rentrer un certain nombre de chiffres de son entreprise, le nombre de juristes de sa direction juridique, et on choisit ce qu'on veut mettre en place. Et l'outil, il calcule pour la direction juridique les chiffres qu'elle peut présenter à son DG ou à son DAF pour débloquer le budget. Et on propose même des templates en legal design à destination ou du DG ou du DAF pour argumenter et pour essayer de développer un budget pour la formation ou pour ce qu'on veut. Oh, mais c'est très chouette ça. Merci pour cette information, merci pour tout ce travail fourni, parce que c'est quelque chose qui va intéresser les directions juridiques qui cherchent à mettre en place leurs KPIs. J'accompagne quelqu'un en ce moment là-dessus. Donc, on a listé tous les KPIs qu'elle aimerait utiliser. Et on en est au ROI. Il va falloir définir ce ROI, ce fameux retour sur investissement, comment le calculer, quoi utiliser. Et donc c'est un outil qu'elle pourrait éventuellement, je la renverrai vers vous, qu'elle pourrait éventuellement utiliser parce qu'ils sont demandeurs. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément tous informés au niveau des directions juridiques de comment faire. Tout à fait. Comment Et je oui, calcule, c'est pas évident. Oui, surtout quand ils ne évident. sont pas familiers des chiffres, en fait. Et c'est ce qui leur fait peur souvent. Il y a certain nombre de moi, la préjugés. première, hein, nous les juristes, Oui. les chiffres, ça ne nous parle pas trop. Bon, il y en a certains, mais en général, c'est vrai que les chiffres, on n'aime pas trop ça. Et d'ailleurs, cet outil, il est en accès libre, hein, il est gratuit. Et si tu veux, je t'envoie le lien, comme ça, tu le rajoutes à ton podcast, comme ça, il Oui, sera voilà. accessible Et à tes auditeurs. je mettrai en lien sur l'article de blog lié au podcast et puis sur les différents posts que je publierai sur LinkedIn, d'accord? Pour que les D'accord. différentes directions, si elles veulent avoir accès, elles auront accès. Donc, tous les auditeurs qui nous écoutent, vous aurez accès à ces éléments, soit par le site Juridae directement, le site de l'entreprise CMA Yadi, soit via le podcast Jurinova sur le site jurinova.fr. D'accord? Voilà, je te redonne la parole, Siam, excuse-moi pour cette petite interruption. Mais merci Non, c'est très bien. pour cette précision sur cet outil, pour développer leur argumentaire, puisque c'est ce qui leur manque, bien entendu, pour obtenir un budget, mais en amont, il va falloir définir des indicateurs pour faire des calculs savants, pour pouvoir argumenter, puisque c'est ce qu'entendent les directions générales et les directions financières, bien entendu, avant de délivrer un budget. Oui, parce que c'est normal. On a besoin de savoir quel est le retour. Je fais un investissement, donc quel est le retour sur mon investissement. Et pour moi, toutes les directions juridiques devraient être capables de pouvoir expliquer cela pour n'importe quel projet. Oui, mais là, on touche un point plus large. Je dirais que c'est au niveau des études. Je pense que ça devrait être intégré. Oui, on est bien d'accord. On est bien Oui. d'accord. Ça, comme la communication, comme plein de sujets, au fait. Par contre, ce qui est rassurant et ce qui me réjouit, c'est que je vois quand même certains programmes, pour le moment, plus d'écoles privées, quoique il y a même aussi des écoles publiques ou des universités qui l'intègrent, qui commencent à intégrer le legal design, la gestion de projet, la digitalisation. Oui, tout à fait. Ça, c'est prometteur et c'est ça aussi qui prouve que ce n'est pas des effets de mode, c'est des choses qui sont là, le monde évolue, la pratique du droit aussi évolue et les juristes qui sont les étudiants, il y en a qui se forment déjà à ça. Donc demain, sur le marché de l'emploi, on va avoir de plus en plus de juristes qui arrivent déjà
sortis de leurs écoles avec ces compétences en plus à proposer aux entreprises. Et d'ailleurs, moi-même, j'interviens, je ne sais pas si je te l'ai dit, je donne des cours de legal design à l'École supérieure des métiers du droit, dans laquelle aussi je fais partie du comité pédagogique. Donc, j'ai commencé l'année dernière avec 20 heures de cours. Et comme c'est beaucoup apprécié, l'année prochaine, on va doubler le nombre d'heures. Oui. Et j'accompagne aussi un certain nombre d'écoles d'avocats. J'accompagne les élèves avocats sur des projets, avec le projet Crétoncab qui a été lancé par Septéo, où les élèves avocats, au fait, ils se mettent en équipe et ils créent un cabinet fictif et ils sont obligés de faire le business plan, les objectifs du cabinet, la communication, le marketing. Et ils intègrent le legal design, je leur mets à disposition un law designer. Et moi, j'adore ce genre d'initiative parce que je me dis vraiment le monde, les mentalités évoluent et c'est en marche et que dans quelques années, on va avoir plein de juristes et d'avocats augmentés qui ont plein de compétences et qui savent faire plein de choses. Oui. Et pas que l'expertise juridique. Voilà, ils cumulent leur expertise juridique, leur esprit créatif et leur esprit entrepreneur quelque part. Tout à fait, c'est ça, oui, qu'on tout recherche. À fait. Oui. Oui. Et merci pour ces précisions sur les différentes écoles où tu interviens, comme quoi c'est intégré au monde des grandes écoles, si je puis dire, et comme quoi ça leur est proposé, que ce soit les écoles d'avocats ou les écoles de droit à côté. Je rajouterais, alors pour ma part, moi je suis diplômée du groupe PGSM, donc j'ai fait une école de commerce en dernière année de droit des affaires, fiscalité et management à l'ESG à l'époque, qui est toujours l'ESG au jour d'aujourd'hui. Ils intègrent un module Legal Design maintenant dans le MBA, ça s'appelle MBA maintenant, celui que j'ai fait moi il y a quelques vingtaines d'années. Et ils l'intègrent. Et j'ai justement des clientes directrices juridiques qui recrutent en ce moment des jeunes qui ont un stage, bien entendu, en 5e année. Ouais. Justement pour cette partie Legal Design, pour les aider aussi à organiser toute la passation sur 18-24 mois en digitalisation du contrat ou de la veille. C'est génial. Tu as eu de la chance de faire une école de commerce. Moi, ça aurait été le truc, le point qui manquait dans mon parcours académique. Je trouve les doubles cursus droit, école de commerce très riches. Alors, à la base, je me suis beaucoup interrogée si j'allais faire le parcours académique classique de l'université et je ne voulais pas en fait. Donc, moi, j'ai fait un DUT carrière juridique au départ. Ensuite, l'IUP juriste d'entreprise avec stage obligatoire tous les ans, que ce soit à l'IUT ou à l'IUP. Et puis, à chaque fois, j'avais double compétence puisque moi, j'ai eu de la comptabilité de base, compta analytique, compta classique et de la gestion financière avec les business plans sur mes 4 années de droit. Donc, j'avais double compétence déjà. Et en école de commerce, j'ai eu ces fameux séminaires sur 5 jours où on devait créer, ils mélangeaient tous les masters les uns avec les autres, ils créaient des groupes de 7-8 élèves et on créait 2 fois par an une entreprise, en fait. Ouais, ça c'est top. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'EDEC et l'EDEC Augmenté de l'eau Institute et je trouve ça génialissime parce que ça permet vraiment d'avoir des juristes dès la sortie de leur parcours universitaire, école, d'être armés pour trouver un emploi rapidement dans de belles boîtes, d'avoir des évolutions de carrière incroyables. Et d'ailleurs, ce que je vois chez mes clients, quand ils veulent recruter, en général, ils me demandent toujours « Tu ne connais pas un juriste qui fait du legal design, le mouton à 5 pattes ?» Et c'est très recherché de nos jours. En fait, j'ai remarqué de plus en plus quand il y a des recrutements, que ce soit surtout pour les juniors et tout ça, on souhaite avoir, parce qu'on se dit, les juristes, quand ils sortent des écoles, ils ont tous la même expertise. Et donc, ce qui fait la différence entre 2 juristes, c'est plus qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a comme d'autres compétences en plus de sa technique. Oui, qu'est-ce qu'il a en plus de la théorie juridique qui est nécessaire, mais qui est la base pour tout le monde? Quel est l'élément différenciateur exactement? Et tout à fait. Fait partie, la communication en fait partie, l'esprit entrepreneurial aussi, quand ils veulent intégrer les startups, c'est assez recherché parce qu'il faut une force de travail et il faut surtout très très vite comprendre toutes les idées qu'a le PDG, concrètement. Exactement. Ça va vite, donc il faut avoir cette capacité intellectuelle à aller vite pour comprendre. Tout à fait. Et c'est aussi un sujet qui intéresse les seniors, parce que pour des évolutions de carrière,
Il y en a qui ne font pas toute leur carrière dans la même entreprise et donc ils sont amenés à changer d'entreprise. Et quand ils veulent changer d'entreprise, ils se rendent compte, et d'ailleurs tu les accompagnes, tu connais le sujet mieux que moi, que il va leur falloir, en plus de leurs années d'expérience, de leur maîtrise, de la technicité de leur domaine juridique, de démontrer qu'ils savent gérer des projets, qui sont au courant des innovations, de ce qui se passe dans l'écosystème du droit, d'avoir d'autres compétences que la technicité. Et ça, c'est un plus sur le CV, sur la façon dont on se présente et tout ça. C'est vraiment un plus parce que c'est plus lié, j'ai envie de dire, à l'état d'esprit, à la personnalité, et ça démontre quand même que la personne, elle s'est formée tout au long de sa carrière, qu'elle est curieuse, qu'elle est ouverte d'esprit, que la personne ça démontre toutes les compétences comportementales dont tu parlais tout à l'heure derrière. Cette curiosité intellectuelle, cette facilité à s'auto-former soi-même, à rester enfin, je dirais employable au sens de la notion d'employabilité de l'Organisation internationale du travail. Ça veut dire le fait de connaître l'évolution du marché du travail pour les métiers du droit et de savoir continuer à se former sur tout ce qui est nécessaire pour rester opérationnel finalement dans leur métier. Rester connecté, en fait, ce que j'appelle moi rester connecté au monde qui nous entoure. Exactement, oui. Et c'est ce qu'on fait, on essaie de trouver, que ce soit chez les responsables ou directeurs, directrices juridiques que j'accompagne, les éléments différenciateurs de leur carrière, de leurs compétences. Donc, il y a les legal skills, bien entendu, ils les ont tous. En général, ils sont managers également. Mais il faut aller vers les digital skills, les soft skills, qu'est-ce qu'ils ont développé. Et en digital, qu'est-ce qu'ils ont acquis et développé. Et on ne se contente pas du pack Microsoft 365, concrètement. Il faut savoir tout utiliser, de SharePoint à Planner, etc. Donc, il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Et ce qui est recherché en ce moment chez les seniors, c'est des personnes qui ont déjà mis en place la digitalisation. Ah oui. Ouais. Et là, les personnes que j'accompagne qui ont déjà mis cela en place dans des services juridiques auparavant et qui veulent une mobilité externe, par exemple, eh ben, ils trouvent très facilement sur le marché caché, finalement, parce qu'ils ont cette expertise. Oui. Et c'est vrai que c'est un atout. Donc, ceux qui nous écoutent, allez vers le legal design, le digital et le legal ops pour vraiment faire la différence sur votre CV dans quelques années. Tout à fait, on est en phase, Cynthia. Exact. Et donc, dernière question, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous parles des formations que tu proposes pour les juristes pour se former au legal design. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'il y a différentes formules? Comment ça se passe concrètement? Au fait, comme je te l'ai dit au début, on a beaucoup fait évoluer ce qu'on propose parce que, pareil, on utilise la méthode du legal design dans notre relation à nos clients, à nos prospects. Et donc, on écoute beaucoup aussi nos clients pour nous améliorer, pour faire évoluer nos services et ce qu'on propose pour répondre aux besoins du marché de façon globale. Donc, en fait, nous, on a une offre vraiment 360 degrés dans le legal design. Donc, la formation, je propose des formations présentielles au sein même des directions juridiques. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Il y a toute une direction juridique qui souhaite se former en mode atelier, que ce soit lors d'un séminaire ou parce qu'ils ont intégré complètement legal design dans leur objectif, ce que je te disais tout à l'heure, et donc ils forment toute la direction juridique. Et donc ça, c'est des formations en présentiel. Ça peut se dérouler sur une journée, 2 journées ou même 3 journées. Après, ça dépend de l'objectif de la direction juridique en question ou du cabinet d'avocats en question. Donc moi, je réponds vraiment à un besoin. J'ai une phase d'échange avec la direction juridique pour bien comprendre leurs besoins. D'une part, pour personnaliser le programme. Donc, en fait, je n'ai pas un programme type. Je personnalise les programmes à chaque situation, à cas client. Et la durée, pareil. Ça dépend des objectifs qu'ils souhaitent atteindre avec le legal design. Donc, tu appliques ta propre méthode. Exactement. Exactement. Je fais ce que je dis. Voilà, tu appliques tout ce que tu dis. Très bien. Exactement. Et donc, ça, c'est les formations présentielles. Il m'arrive aussi sur l'année d'organiser des ateliers plutôt ouverts à tout le monde où, par exemple, je peux avoir une équipe, des ateliers de 7 participants maximum en présentiel sur une journée, des cas pratiques où j'accueille des juristes de différentes entreprises, des avocats qui s'inscrivent et qui viennent travailler un document en particulier. Donc, ils viennent avec leurs cas pratiques.
et on le travaille ensemble. Ça, c'est Oui. plutôt les juristes qui sont déjà auto-formés, qui sont bien avancés. Ils ne sont plus au stade d'initiation au legal design. Et donc là, si je peux me permettre une question, Siem, des juristes peuvent venir en dehors, enfin, sans forcément en faire référence à leur entreprise, ils peuvent venir à titre personnel s'ils veulent se former là-dessus ou En pas? fait, j'ai les deux. J'ai T'as des les deux. juristes qui ont l'accord de leur DRH et donc la formation est payée par l'entreprise, OK. est prise en charge par Par l'entreprise. l'entreprise, Et oui. donc, ils s'inscrivent en tant que juriste de telle ou telle entité ou avocat de tel ou tel cabinet. Mhm. Et j'ai des juristes qui sont en phase de reconversion, ils Mobilité, veulent ouais. mobilité, voilà, ils sont dans une phase, oui, de reconversion. Mhm. Et ceux-là, il y en a qui prennent l'initiative de se former à titre personnel, individuel, privé, et Voilà. ils viennent parce qu'ils sont dans une phase entre deux postes ou changement de vie, et ils Mhm. veulent aller vers le legal design, parce qu'ils ont aussi des projets carrément de chercher un poste de legal designer ou Oui. legal ops, legal designer, et donc ils se forment. Donc ça, c'est des ateliers où donc chacun s'inscrit à son initiative. Oui. J'organise aussi des ateliers, des petits, par contre, ateliers en ligne juste d'initiation, parce que moi, je pars du principe pour bien apprendre la méthode, il faut faire des cas pratiques, il faut être présent avec moi, parce que voilà, on fait Mhm. des équipes, la présence et les échanges dans la vraie vie sont très importants. Cependant, j'ai déjà fait des ateliers en ligne de quelques heures d'initiation où on parle plus mindset. Ah, d'accord. En fait, c'est les directions juridiques qui veulent d'abord initier ou changer l'état d'esprit des juristes et leur démontrer ce que c'est legal design, ce que ça va leur apporter. Je leur montre des exemples concrets. Donc, c'est Mhm. beaucoup de pédagogie et beaucoup de... Plutôt, on est sur l'état d'esprit. Tu vois, L'état on n'est pas du tout d'esprit. sur Oui. on n'est pas du tout sur le cas pratique, on n'est pas dans le Oui. dur, c'est plutôt le mindset. Le mindset et la découverte du legal design, ce que ça pourrait Exact. leur apporter. D'accord. Donc, c'est plus Et, de la démonstration que du cas pratique à ce Tout stade. à fait. Et Oui. après, par la suite, en général, ce qui suit, c'est que la direction juridique ou le cabinet d'avocats en question, ils sondent leurs équipes pour savoir qui est intéressé et ils font une petite équipe qui souhaite aller plus loin et se former plus en profondeur sur la méthode. Oui. Et aussi une formation inédite. Oui. Je suis très fière et très émue de t'en parler parce que c'est beaucoup de mois, quasiment une année de préparation de travail et même plus. Hein. Euh, Félicitations, parce que c'est du travail. Oui. Merci. C'est la formation en ligne certifiante EDEC. Donc, D'accord. c'est une formation que j'ai développée en partenariat avec mon partenaire de confiance, l'EDEC Augmented Law Institute. Mhm. Donc, c'est une formation de 14 heures de cours Mhm. avec 7 modules en ligne. Donc, ça veut dire, une fois qu'on s'inscrit, les juristes, les avocats, tous les professionnels du droit, ils peuvent se former à leur rythme. Mhm. Donc, elle est accessible 24 heures sur 24, 24. 7 jours sur 7. Elle est Mhm. certifiante parce qu'il y a une certification. Il y a des certifications à passer, donc des questions et tout ça. Donc, pour avoir Oui. le diplôme, la certification EDEC, Mhm. All A. Et donc, 7 modules avec 7 intervenants. Donc, moi, j'interviens aussi dans la formation. Donc, en fait, on l'a construite en mode parcours, c'est-à-dire vraiment Oui. plus on avance dans la formation, en plus on approfondit ses compétences. D'accord. Il y a des intervenants, chacun est expert dans son domaine. Donc, on aborde Oui. le langage juridique clair, on aborde le langage visuel, on aborde aussi des cas concrets, les outils du legal design, l'expérience utilisateur, comment tracer le parcours de son utilisateur. On parlait tout à l'heure des fameux points de friction, Oui. comment les enlever, comment écouter ses clients. Il y a plein d'outils. Et aussi, on a des invités qui sont venus témoigner. Et ces invités, au fait, c'est des directeurs juridiques et des avocats qui pratiquent déjà le legal design et qui l'ont mis en place en tant que stratégie dans leur direction juridique au cabinet d'avocats. Et ils viennent parler, de montrer des projets concrets qu'ils ont mis en place. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment à ceux qui vont suivre la formation d'avoir une formation certifiante avec des outils, c'est pas que de la théorie, avec elle est une formation vraiment avec des cas concrets, avec des outils, et je suis très très contente du résultat parce que moi je l'ai déjà vu en entier Et et, ça, euh, ça et ça va sort être quand top. alors? Elle sort la semaine prochaine La ou semaine prochaine, là, normalement le 16 mai. Le le 16 mai, 16 mai?
Tout à fait, le 16 mai 2023, elle sera accessible sur la plateforme Le Juriste de Demain, qui est aussi mon partenaire. Oui. Je ne sais pas si tu connais la plateforme Le Juriste de Demain. Oui, je connais bien son podcast également. On va lui faire un D'accord. petit peu de pub, hein. Le Juriste de demain, c'est également un podcast qui permet, qui parle de la carrière des juristes et qui propose également sur son site un certain nombre de formations et qui travaille avec l'EDEC, moi je dis Augmented Law Institute. Augmented Law Ouais. Institute, voilà, Tout avec à fait. laquelle vous avez donc créé ce programme sur le legal design et donc qui est disponible sur la plateforme du Juriste de demain et qui est Tout à fait. certifiante par l'EDEC. Voilà. Exactement. Bien Tout ça, à je ne me fait. suis pas trompée. Il y a donc, si je récapitule, il y a 7 intervenants, 14 heures de cours, 7 modules en ligne. C'est construit sous forme de parcours pour approfondir ses compétences à chaque module. Vous abordez le langage juridique clair, le langage juridique visuel, l'expérience utilisateur. Vous mettez à disposition des cas pratiques. Et en plus, vous avez des invités qui vont témoigner, donc des directeurs juridiques et des avocats qui sont utilisateurs déjà du legal design et qui vont témoigner par leur cas pratique, leur vie professionnelle avec le legal design, de ce qu'on peut faire concrètement avec cet outil. Tout à fait. Il y en a même qui ont accepté de partager leur travail, le avant-après, de montrer Oui. vraiment aux juristes ce qu'ils ont fait et comment ils ont cheminé leur projet, le process. Donc, ils partagent vraiment une expérience pour que les apprenants ou s'en inspirent ou l'utilisent carrément. Hein, parce que, comme le disait Steve Jobs, parfois, ça ne sert à rien d'aller inventer quelque chose qui n'existe pas. On prend quelque chose qui a déjà été éprouvé et on Oui. l'améliore et on l'adapte et on l'implémente. Exactement, on l'adapte et on l'implémente. C'est comme ça qu'on gagne du temps également et on améliore tout le process finalement. Tout à fait. Ok, écoute, félicitations pour cette formation qui va certainement servir à un certain nombre de juristes. Déjà, ceux qui vont nous écouter, je vous encourage à aller regarder la semaine prochaine, à négocier si vous pouvez avec vos directions pour que ce soit pris en charge par le budget formation en interne ou alors l'offrir à vous-même si vous pouvez vous le permettre. Et en tout cas, Siem, merci pour tous ces projets, pour tous ces partages également sur cette certification, sur cette formation. L'explication sur tous les ateliers proposés en interne et les formations que tu proposes via ton entreprise Juridi, pardon. Les deux. Les deux, oui, il me semble que tu dis les deux, voilà. Je te remercie pour ton temps, pour les Merci. différents partages, pour ta pédagogie sur les explications et les différentes notions abordées, notamment l'empathie cognitive, toutes les compétences que l'on doit mettre en œuvre en termes d'esprit d'équipe, enfin d'état d'esprit, pardon, et de mindset. Donc, et le ROI, toutes les notions que tu nous as intégrées, que tu nous as permis de toucher du doigt avec le ROI, les chiffres, comment argumenter auprès des DG, des DAF, etc. Et puis, toute ton implication auprès des écoles de droit, donc de tout l'écosystème du droit qui permet donc aux jeunes d'accéder à ces différentes compétences le plus tôt possible dans leur carrière. Donc, un grand merci à toi pour ta participation parmi nous. Merci, c'est moi qui te remercie, Cynthia. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et bravo à toi, ce que tu fais. Et je trouve ça génial. Donc, continue Merci. et merci de ton invitation et espérant que ça va plaire à tes auditeurs. Oui, merci beaucoup à toi et merci pour ta participation et ton temps. C'est avec un grand plaisir que je t'ai reçu aujourd'hui. Plaisir partagé, Cynthia. Merci. Nous nous sommes posé les 6 questions suivantes tout au long de l'épisode. Et Siem Ayadine nous apporte des réponses précises et claires. Qui es-tu et quel a été ton parcours pour en arriver au legal design? Le legal design, par où commencer? Le legal design, quels enjeux pour les directions juridiques? Le legal design, quel impact sur la carrière des juristes? Le legal design, comment l'intégrer à sa carrière de juriste? Comment favoriser l'adoption de cet outil en interne? Le legal design, quelle formation pour les juristes? Et la question du budget. Maintenant, je m'adresse à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Quelle est la question qui vous a le plus interpellé? Quels sont les tips et les conseils qui vous aident le plus? Quel partage d'expérience résonne le plus en vous? En conclusion, le legal design vous intéresse-t-il? Si oui, si c'est le cas pour vous, je vous conseille pour aller plus loin dans votre réflexion et votre introspection, d'aller explorer le site de Siem Ayadi, Juridaï, de vous abonner à son compte LinkedIn également et d'aller, bien entendu, voir cette surprise dont elle vient de vous parler. C'est à vous de jouer. Votre avenir vous appartient.
Et si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels du cabinet Jurinova, donc en juillet et en août, il n'y a plus de places disponibles. Nous sommes complets pour juillet et août. Il reste 3 places en septembre et 4 places sont ouvertes pour le mois d'octobre. Donc en septembre, nous commençons les accompagnements individuels, donc que ce soit le bilan de compétences éligibles au CPF qui s'appelle le programme orientation, ou que ce soit les accompagnements mobilité ou prise de poste ou développement et coaching professionnel. En septembre, nous commençons le lundi 3 septembre, donc là, il reste 3 places ouvertes. Et en octobre, nous commençons le lundi 2 octobre et il reste 4 places disponibles. Le process est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site jurinova.fr, donc www.jurinova.fr/contact, contact/particulier, particulier, directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire avec moi-même qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 58 avec la stratégie pour préparer votre rentrée de septembre et votre évolution professionnelle. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses ou talentueux, et prenez soin de vous. Bye bye.